Le leadership de la femme est un atout majeur pour son émergence dans la société et aujourd'hui, nous allons spécifiquement de parler de ce leadership dans le secteur des ressources humaines puisque nous recevons sur ce plateau une experte dans le domaine. Il s'agit d'Yvonne Chika. Elle est membre du conseil de direction de Total RDC, secrétaire générale, n'est-ce pas madame? Bienvenue sur ce plateau. Merci madame Feza. Alors, en étant devant les caméras des Bioan, dans l'émission Femmes spécifiquement, ma première préoccupation est de savoir quelle est l'idée qui vous traverse tout de suite dans votre tête. Idée, non, sentiment. J'ai un sentiment de grande fierté. Fière d'être femme et fière d'être congolaise. D'être sur un plateau télé d'un Congolais qui a réussi, ça fait du bien. Et je sais que B1 est une télé qui a une très grande audience. On peut être partout dans le monde et si on veut voir ce qui se passe au Congo, on va regarder B1. Et donc je suis contente d'avoir une très grande audience aujourd'hui. On dit merci au nom de toute l'équipe. Yvonne Chika, je le disais tout à l'heure, vous êtes membre du conseil de direction de Total RDC. Vous ne tombez pas du ciel, vous avez eu un parcours. Est-ce que vous pouvez en quelques minutes nous dire, nous relater un peu votre petite histoire par rapport à votre parcours? Alors on va faire court, on va essayer. J'ai fait des études de droit public international. J'ai ensuite fait une certification en ressources humaines et en leadership. Et côté carrière, j'ai commencé au barreau comme avocate. Ensuite, j'ai pris un poste dans l'administration de la coopération technique belge. J'ai ensuite shifté pour CARE International, où j'ai travaillé dans l'administration et puis World Vision m'a recruté, d'abord comme HR Senior Officer. Après, j'ai été promue comme HR Manager en Legal Compliance parce que, de par mes études, je suis juriste d'abord. Après, avec World Vision, j'ai travaillé au Congo, au Tchad, et j'ai fini en Mauritanie comme directeur des ressources humaines et du juridique. Et je suis revenue au Congo avec Total, où j'ai pris le poste de directeur des ressources humaines et du juridique. Depuis combien de temps? Je suis chez Total depuis 2015. Ok. Et récemment, j'ai été promue au poste de secrétaire général. Et voilà. Ah, c'est un parcours assez enrichissant. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes une femme qui ait réussi son parcours? Oui, ça nul doute. Quel a été votre secret de réussite? Je dis en passant que je suis une chrétienne. Et derrière ces succès, il y a la grâce de Dieu, c'est vrai. Après, il y a du travail, il y a de la rigueur, il y a ce sens de discipline et de compétitivité. Et quand on mélange tout ça, c'est ce qui donne la réussite, mais c'est pas un travail où on a tout de suite les résultats, c'est pas un bâton magique, c'est quand même une Rien ne procédure. s'est fait. Oui. Vous avez eu à rencontrer des difficultés pendant votre carrière. Lesquelles? Rien ne s'est fait en un jour, comme vous l'avez si bien dit. La première difficulté que j'ai eue, c'est celle de m'adapter. Vous voyez que j'ai shifté du barreau d'abord à une administration de type belge. Et puis de l'administration type belge, je suis entrée dans une administration d'une ONG américaine. Et du côté américain, ça va très très vite. Tout va extrêmement vite. Il fallait m'adapter à l'anglais, apprendre à le parler, à m'exprimer en anglais, à recruter des gens en anglais. Et ça, c'était la première difficulté. Et là, je suis dans une multinationale française. Et la deuxième difficulté, c'est l'acceptabilité. Femme noire, congolaise, j'ai commencé ma carrière très très jeune. Il fallait avoir cette acceptabilité. Et ça ne s'est pas fait en un jour. Et c'était normal que je ne sois pas acceptée au départ partout où je suis passée. Tout à fait. Mais j'ai laissé mon travail parler pour moi. Et au bout du bout, j'y ai gagné en notoriété, j'y ai gagné en respect. En étant femme, est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés particulières? Parce que je suis femme, non, vraiment. En Mauritanie, un tout petit peu, parce que la Mauritanie, c'est un État islamique. Oui. Et le leadership de la femme n'est pas très accepté. Ce qui m'a aidée, c'est qu'il y a beaucoup de sagesse dans la Bible. J'ai dû me faire petite, me fondre dans la culture locale, ne pas avoir de l'arrogance parce que je suis en position de leadership. Et ça a aidé, ça a porté des fruits. En tant que chrétienne, puisque vous parlez de Dieu, c'est vrai que chacun a sa croyance, mais vous, aujourd'hui, vous avez plus
évoqué le nom des dieux et vous êtes chrétienne, vous n'avez pas honte de le brandir. Est-ce qu'il est toujours facile d'évoluer dans un monde où on nous parle, par exemple, de certaines croyances qui ne facilitent pas l'émergence des autres croyances? Il y a une certaine compétitivité sur le plan spirituel aussi, il ne faut pas qu'on se les cache. Comment Yvonne a pu s'en sortir et gagner ce leadership au sein d'une grande multinationale, par exemple, en étant chrétienne? Je crois foncièrement que réussir, ce n'est pas l'apanage des chrétiens ou des non-chrétiens. Je crois qu'il y a des ingrédients pour la réussite. Je n'ai pas dit que je suis arrivée, je suis encore dans mon chemin. Je crois qu'il y a des sommets que je vais atteindre. Alors, il y a des habitudes qu'ont les personnes qui réussissent. Et il y a des habitudes qu'ont les personnes qui stagnent. Il y a une certaine discipline qui caractérise toutes ces personnes, ces grands noms. Si vous étudiez leur vie, la vie des personnes qui émergent, ils ont une certaine discipline de vie. Je me suis inscrite dans ça. Après, chacun a ses croyances, c'est vrai. J'ai dit que je suis chrétienne, j'en suis fière. Je crois que c'est Dieu qui me fait et qui continue de me faire. Et puisque ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain, c'est ce qu'il est en train de fabriquer en moi, je suis fière de porter ces noms partout où je suis. C'est vrai que le milieu professionnel, ce n'est pas un milieu religieux. Ce qu'on attend de moi, ce n'est pas que je prêche, non. Mais je crois qu'en servant un Dieu de l'excellence, je dois être excellente. Dans ma façon de faire les choses, je dois me démarquer. Et ça fera que des personnes se posent des questions. Pourquoi elle fait ça différemment? Pourquoi elle fait ci différemment? Et quand ils viendront vers moi, et ça m'est déjà arrivé, j'ai dit voilà, c'est ça. Mais on a aussi l'impression, paradoxalement, que l'Église rend paresseuse aussi certaines personnes. Je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Mais comment, aujourd'hui, c'est aussi une occasion pour vous de réveiller la conscience de ces chrétiens qui se disent que la manne va tomber du ciel. Et j'en suis heureuse. Je suis heureuse d'être sur ce plateau et de le dire. Le chrétien s'est fait une réputation des paresseux, qui passe son temps à prier et qui attend que Dieu fasse les choses à sa place. Il ne fera pas les choses à la place de qui que ce soit. Le diable non plus. Il appartient à chacun de prier, c'est normal, mais il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Et c'est très important de savoir que c'est Dieu qui a institué le travail et qu'il a dit « je bénirai le travail de ta main ». Donc il faut travailler et puis s'attendre à des résultats et avoir de l'ambition. L'ambition de montrer une autre face du chrétien, une autre face du Congolais, et on en a besoin. J'aimerais quand même revenir sur cette question des disciplines personnelles par rapport à ces personnes qui réussissent. Je voudrais que vous puissiez quand même les évoquer. C'est vrai que vous avez parlé de certaines disciplines, mais un peu en profondeur. Qu'est-ce qui caractérise cette personne ambitieuse, soucieuse de pouvoir réussir? Les petites clés qui ne peuvent pas lâcher cette personne-là afin d'aboutir à son objectif? Au départ, il y a un rêve de soi. Comment on se rêve? Ça commence par là. Et quand on se rêve comme ça, n'est-ce pas? Oui, mais tout le monde se rêve comment? Moi, depuis toute petite, je me disais, je vais faire le droit. Après, je me suis donné les ambitions de ma vision. C'est-à-dire, j'ai choisi mes lectures, j'ai choisi ma compagnie, j'ai choisi les genres d'études que je veux faire. Je lis beaucoup, mais je lis des ouvrages qui cadrent avec ma vision. J'ai mon temps de prière personnelle, parce que je sais que plus Dieu m'élève, plus je suis exposée, donc plus j'ai besoin de me couvrir spirituellement. C'est important. Après, je lis beaucoup sur le parcours des personnes qui ont fait ce que j'ambitionne de devenir demain, ou ce que j'ai ambitionné d'être, que je suis déjà aujourd'hui. Je lis leur histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des personnes travailleuses. C'est des personnes qui vont au-delà de leurs limites. C'est des personnes qui n'ont pas d'excuses, qui ne se donnent pas d'excuses. C'est des personnes qui vivent juste différemment. Et je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. Je pense qu'au départ, au début de la réussite, il y a un shift de sa façon de se raisonner, de sa façon de s'imaginer. Et si on a déjà ça au départ, on peut arriver. On a un problème aujourd'hui avec les femmes congolaises. Nous sommes ambitieuses, certes, et encore plus fort, c'est cette catégorie de la population qui constitue la majorité de notre population. Mais contrairement, les résultats ne suivent pas tout de suite. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis auxquels les femmes sont liées. Aujourd'hui, vous, en tant que modèle de la société,
Que diriez-vous à ces femmes congolaises qui rêvent peut-être de devenir grands mais qui ne savent pas par où commencer? C'est vaste, votre question est très vaste. Je sais que dans notre société, pour que les femmes percent, il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix qu'elles entendent au quartier, à l'église ou auprès des personnes qu'elles rencontrent. On leur dit qu'il y a des choses que les femmes ne font pas. Il y a des postes auxquels les femmes ne peuvent pas accéder. Beaucoup de pesanteurs. Oui, mensonge. Un homme peut tout faire, une femme peut tout faire. Il suffit de le vouloir et de travailler pour. Après, vous allez me dire, beaucoup ont travaillé mais n'y sont pas arrivés. Il ne faut pas se décourager. Plus on tombe, on se relève, et on frappe encore à la même porte jusqu'à ce que cette porte soit ouverte. Et ça peut arriver. Vous avez dit par rapport à mon parcours, vous avez dit que ça ne s'est pas fait en un jour, et c'est vrai, ça s'est fait. Je ne pouvais pas au départ me dire, j'avais juste ma vision, mais aujourd'hui j'y suis. Donc la petite fille de demain qui va me regarder et qui va s'imaginer, elle va aussi y arriver. Il faudrait se projeter. Oui, je pense que les plus grosses barrières qu'on a, c'est les barrières qu'on se fait soi-même. Et quel est le rôle de l'environnement dans tout ça? Parce que finalement... Le rôle du parent d'abord. Le rôle du parent est très primordial. Tous les éducateurs, parents, professeurs, pasteurs, prêtres ou pasteurs d'église protestante, tous, ils ont un rôle clé à jouer. Superviseurs en milieu professionnel, ils ont un rôle important à jouer. L'éducation a joué dans ma vie un rôle très clé. Mon père me disait chaque jour, tu es la meilleure. Et j'y ai cru. Et on pouvait me dire autre chose, je ne pouvais pas y croire, parce que mon père me l'avait dit. Et même quand vous avez vécu le contraire de ce que l'on vous disait, voilà. Vous croyez toujours que vous étiez la meilleure. Et quand j'arrivais devant des obstacles, je me disais, je suis la meilleure. Ça a forgé ma personnalité, ça a forgé qui je suis. Donc l'éducation joue un rôle majeur. Après, la foi va s'ajouter. Après, c'est qu'on va rencontrer, les succès qu'on va rencontrer, les petits succès qu'on rencontre dans son parcours, ça joue un plus. Et ça nous ajoute, ça forge la confiance en soi. Mais ça, c'est quand même par rapport à cette catégorie des femmes instruites. Mais on a aussi une catégorie des femmes qui ne sont pas instruites, mais qui jouent un rôle majeur dans la société. Important. Elles nous nourrissent tous les jours. Elles prennent soin des enfants, malgré qu'elles ne sont pas instruites. Mais est-ce qu'elles peuvent aussi rêver, ces femmes-là? Elles peuvent et elles doivent rêver. J'admire beaucoup nos mamans africaines, nos mamans congolaises. Pour la petite histoire, mon père est mort quand j'avais 18 ans. J'étais à l'université et ma mère, ce n'est pas le genre de femme qui a fait des grandes études, qui allait à l'université, mais cette mère m'a rêvé. Elle m'a rêvé diplômée d'université. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu ses pagnes, elle a vendu des beignets, elle a fait toutes sortes de petits commerces et elle a payé mes études. Et je pense que quand elle me regarde aujourd'hui, c'est pour elle une grande fierté. Et la plupart de nos mamans font ça. Elles se réveillent tôt le matin à Kinshasa, elles vendent du pain, elles envoient des enfants à l'université. Et leurs enfants deviennent ce qu'elles n'ont pas pu devenir. Et c'est juste extraordinaire. Donc nos mamans doivent rêver aussi. En parlant, on va revenir dans votre carrière de HR, comme vous aimez bien qu'on puisse vous appeler en anglais. C'est quand même un métier qui se féminise davantage ou qui a toujours été plus exercé par les femmes. Mais au sein des entreprises, on ne sent pas cette promotion de la femme par la femme elle-même. Quel est le blocage entre les HR femmes et les candidates femmes? D'abord, le premier blocage vient de la candidate elle-même, de mon expérience et de l'expérience de mes collègues avec qui je partage. Quand on publie un poste de bas niveau, je ne minimise aucun poste, hein, mais bon, ça se fait comme ça. C'est normal. Oui, c'est normal. Dans toute entreprise, il y a des postes, il y a des échelons. Oui. Donc, il suffit qu'on publie un poste de réceptionniste, par exemple, ou d'assistante de direction, on aura plein de candidatures féminines. Quand on publie un poste de directeur, très peu de femmes, trop peu, postulent. Et on va republier. Et on ajoute même que les candidatures féminines sont fortement encouragées. Mais c'est très rare de voir des femmes qui osent. Et justement, il faut avoir le courage d'oser. Mais si en amont, elles ne se sont pas formées pour accéder à ces postes-là, comment vous les attendez C'est pour ça que j'ai dit l'éducation joue un rôle majeur. Très, très important. Il est très important que dans nos familles, on apprenne à nos enfants qu'elles sont capables.
et qu'elles peuvent et doivent oser. En parlant encore des ressources humaines au sein des entreprises, on sait que c'est quand même la clé du fonctionnement de l'entreprise. Vous jouez un rôle assez capital, le recrutement, le pont entre l'administration et les agents, tout ce qui va avec. Mais est-ce que vous, en tant que femme, à un certain moment, vous ne sentez pas le poids de cette responsabilité-là, de pouvoir jouer ce rôle de HR? J'aime ce rôle. J'aime ce rôle, que ce soit du côté juridique, du côté RH. C'est un rôle qui me permet d'être agent des changements. Côté RH, c'est vrai, c'est lourd. Il y a certains qui disent que c'est un travail ingrat. Moi, je ne le dirais pas comme ça. C'est un travail humain. Avant de faire ce travail, il faut avoir un cœur pour identifier des gens, les mettre sur des postes, les encourager à atteindre leurs objectifs, conseiller pour la promotion des uns et des autres. Il faut avoir un cœur pour ça, pas seulement la tête pour ça, mais un cœur pour ça, c'est très important. Et c'est pourquoi ce sont plus les femmes qui occupent ces postes? Non, il y a des hommes qui tiennent ces rôles très très bien. J'ai eu 2 superviseurs qui étaient à Haute Vision avant que je ne sois moi-même directeur. Mes superviseurs, c'était des hommes. Mais on vous accuse aussi en même temps d'être très sévère, les femmes. Les femmes sont dans les détails, très dans les détails. Nous sommes très dans les détails. Sévère, je ne sais pas, je ne veux pas m'y appesantir. Mais pour toutes les femmes qui montent, moi ou une autre, vous pouvez poser la question, et même vous-même ici, je pense que ce n'est pas donné d'avance. La femme, dans son milieu professionnel, elle est souvent obligée de travailler doublement. De donner plus. De donner plus que l'homme. C'est comme ça. Mais c'est aussi une autre forme de discrimination, Madame Yvonne. Pourquoi l'homme en demande? C'est normal. L'homme ne demande pas. Mais la confiance n'est pas donnée d'avance. On pense toujours qu'elle est arrivée là parce que c'est une femme, quelqu'un a eu pitié d'elle ou je ne sais pas. Ou sa féminité a plus joué. Voilà. Mais c'est à la femme, de par ce qu'elle va donner sur le plan professionnel, d'attirer le respect. Mais après, ça vient très très vite. Justement, puisque vous parlez du respect, quelle attitude on doit avoir dans un environnement professionnel en tant que femme d'abord? En tant que femme, toujours se rappeler que le respect que les autres vont nous donner, ça commence par le respect que moi-même je me donne. Ça, c'est important. Et deuxièmement, c'est rappeler que c'est un milieu professionnel. Donc, mon professionnalisme, je dois le mettre à l'avant. La troisième chose, c'est la rigueur qu'on se donne à soi-même. Et je ne vais pas me lasser de parler des disciplines. C'est très important, l'autodiscipline. Pas la discipline que nous met la société, c'est vrai qu'on doit respecter les règles et les valeurs de la société dans laquelle on travaille, mais l'autodiscipline, c'est très important. De votre expérience, quel est le genre qui est le plus facile à gérer ou contrairement, est-ce que entre l'homme et la femme, qui vous casse le plus la tête en tant que HR? Les deux, ça dépend. Ça dépend des enjeux, ça dépend des intérêts personnels. Mais on dira aussi que c'est plus la femme, elle a beaucoup de raisons, elle arrive en retard, elle part en congé de maternité, c'est un droit, oui, mais quand c'est après chaque année, ça devient embêtant par moment pour l'entreprise qui ne tire pas toujours son profit. Je crois que la plus grande richesse de toute entreprise, de tout pays, ce sont ses ressources humaines. Tant mieux si on a des femmes, et tant mieux si ces femmes sont capables de mettre au monde. Avoir des enfants, c'est très beau, et c'est un rôle très important. Et aucune société ne devrait décourager les femmes qui travaillent en son sein de ne pas prendre des congés de maternité. Ce qui n'est pas toujours le cas, madame. Mais de plus en plus, les lois changent. Leur boulot parce qu'elles ont donné naissance. Mais si cela arrive, ces femmes doivent savoir qu'elles ont le droit d'aller en justice contre pareil employeur. Parce que ça, de plus en plus, toutes les entreprises votent de lois pour encourager la maternité et pour encourager les femmes de vivre leur féminité. Sous d'autres cieux, il paraît qu'on propose même des nurseries dans des bureaux pour rendre plus performantes les femmes. En Grande-Bretagne, il y a des lois qui ont été votées pour plus de temps, congé parental, pas seulement congé de la femme qui a mis au monde, mais congé du papa aussi qui a
dont la femme a mis au monde, ça leur permet de passer du temps avec leur nouveau-né. Ces sociétés ont compris que tout pays fort, c'est fait par ses citoyens. Donc c'est bien d'encourager cela. Je pense qu'on y arrive aussi. Donc vous croyez que la femme a un atout, elle a des apports, elle a cette capacité-là à pouvoir développer ou apporter quelque chose de plus dans son environnement. Totalement. Vous-même, vous en êtes un exemple, n'est-ce pas? En parlant de donner naissance, en parlant de la vie de famille, comment concilier cette vie professionnelle à la vie privée ou à la vie de famille pour garder toujours cet équilibre? C'est très important d'avoir de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Très important de ne pas mélanger les deux. En tant que RH, je conseille de le faire, c'est dans nos valeurs. En ce qui me concerne, j'ai mes petits secrets. Je fais des efforts, c'est vrai. C'est pas toujours évident, mais j'ai fait de mon mieux. Des secrets que vous pouvez aussi bien sûr, partager avec les autres femmes. Ça peut aider, qui sait. Oui. Je fais de mon mieux pour avoir le repas du soir avec les miens. C'est important d'avoir notre petit moment avant que chacun aille se reposer la nuit. Un petit moment de partage, un petit moment de prière, et puis écouter les histoires des enfants, ça fait toujours du bien, c'est relaxant. Je planifie mes vacances en fonction de leurs moments libres aussi, pour que nous puissions avoir du temps à nous, ensemble, tout seuls. Parce que la famille est très importante. Un jour, le travail se termine, on va garder sa réputation, son succès, on va garder des archives. Mais la famille est là, en temps de bonheur ou en temps d'infortune. Donc il faudrait que chacun de nous se fasse violence pour en prendre soin. Et vous-même, est-ce qu'il vous a été facile d'être en même temps mère, carriériste, rester épouse, rester tout ce que vous êtes aujourd'hui, mais en gardant toujours la tête haute professionnellement? Ce n'est facile pour personne, encore plus pour la femme. Ce n'est pas facile pour l'homme de concilier les deux. C'est encore plus difficile pour la femme parce que quand on rentre à la maison, on attend de nous qu'on soit épouse et qu'on soit maman. En même temps. Oui, qu'on continue, même si on fait très bien son travail au bureau, en milieu professionnel, d'être toujours capable de faire des petits plats, de jouer, d'écouter des histoires, même quand on n'en a pas envie. Ce n'est facile pour personne. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Mais bon, tant que j'en ai la force, je continue de faire les deux. J'ai suivi une femme qui m'a beaucoup inspirée, une Française qui a dit, elle a refusé de vivre par procuration. Elle a refusé de vivre une seule vie, au moment où elle devait en avoir plusieurs. Donc elle a vécu toutes ses vies, vie de mère, vie d'épouse, vie de femme de carrière, et c'était dans les années 70 ou 60 en France. Ça m'a encouragée, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'à une époque, des Françaises, des Occidentales, vivaient les mêmes réalités que nous. Elle a juste eu du soutien de sa famille et elle a pu vivre toutes ses vies. Et moi, j'essaye de vivre toutes mes vies. L'environnement intervient encore une fois pour pouvoir permettre à garder l'équilibre. Oui. Hormis le fait que vous soyez directrice générale, au fait non, chargée des ressources humaines, allais-je dire, au sein de l'entreprise Total et secrétaire générale en même temps, est-ce que vous êtes affiliée à une autre association professionnelle? Je suis affiliée à certaines associations professionnelles. J'ai mis en place une structure, ce sera le sujet d'une autre émission. Ma structure s'appelle Odari RDC. Odari qui veut dire courage, parce que je pense que je suis une femme de courage et que je dois aider d'autres femmes de courage qui s'ignorent ou qui ont besoin juste d'être poussées un tout petit peu pour sortir de leur cocon. Donc on va en parler. Mais je fais partie de certaines associations, comme je l'ai dit, que je peux mentionner. Il y a l'ACTG, l'Association chrétienne à la table des grands. C'est un groupement des professionnels qui s'est réuni une fois le mois pour prier autour de leurs sujets, parce qu'on a des sujets à nous. Je fais partie de l'Association des juristes francophones. J'ai fait aussi partie de l'association, une association qu'on appelle Women in Africa. C'est une association qui regroupe des femmes en position de leadership en Afrique. Et on fait des réunions par-ci, par-là, dans le monde. Beaucoup d'associations quand même. Oui. Et ce leadership féminin, comment vous l'entrevoyez? En RDC d'abord, est-ce que nous sommes sur le pas ou on a encore beaucoup de choses à faire, à apprendre? On a fait beaucoup de pas.
beaucoup, mais on a encore des pas à faire. Et je crois que le leadership congolais de demain, il est féminin. Il est féminin à tous les niveaux. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Je vois la Congolaise d'aujourd'hui qui se lève même sur des sujets politiques, ce qui ne se faisait pas avant. Et c'est juste très encourageant. Je vois le Congolais, et que les hommes excusent, je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans un sac, qui a fait des gros efforts, mais qui a encore des choses à faire. Je ne dirais pas qu'ils ont échoué, mais il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Et je pense que la femme y a toute sa place. Pourquoi pas? Et si on considérait qu'ils ont échoué, qu'on puisse donner une chance à la femme? J'ai dit que le leadership de demain, il est féminin à tous les niveaux. Je le crois foncièrement. Ça ne va pas m'étonner que demain, on ait un chef de l'État féminin. Pourquoi pas? Peut-être pas pour la mandature qui vient, mais ça va arriver. Ça peut arriver. Pas ça peut, ça va arriver, certainement. Mais il faudrait que cette femme congolaise puisse rêver. Oui, il faudrait qu'elle rêve, il faut qu'elle soit soutenue, il faut qu'elle y croie. Moi, j'y crois pour elle. En tant que HR, comment vous gérez l'équilibre entre hommes et femmes dans la société pour qu'on puisse quand même garder la parité, au moins, même si elle n'est pas très effective, mais qu'on atteigne ne fût-ce qu'un 30% ou 20%? Alors chez moi, je vais dire c'est très facile parce que ça fait partie de mes objectifs de performance annuels. Je dois me rassurer que dans mes recrutements, j'ai fait du recrutement ciblé. Il y a des postes pour lesquels on souhaite voir des femmes, plus de femmes. Il y a des postes qui sont totalement masculins encore, comme des postes d'ingénieurs. Tout ce qu'on recrute pour construire nos stations, on veut y voir des femmes. On veut y voir des femmes. Aujourd'hui, on n'en a pas encore. On a reçu une femme, mais elle n'était pas congolaise de la RDC, elle était congolaise de Brazza. Mais bon, c'était une femme et ça a fait plaisir. Donc, pour moi, je suis obligée chaque année de trouver des femmes à certains rôles, d'avoir de la mixité. L'objectif, c'est d'arriver à 50-50. J'espère qu'on va y arriver. Que ce soit au CODIR ou ailleurs, qu'on ait beaucoup plus de femmes, qu'on arrive à 50-50. Que pensez-vous de cette phrase qui dit que la femme est un être faible? Ça me fait rire parce qu'elle ne l'est pas. La femme, comme je l'ai dit, elle est capable d'extrêmement beaucoup. La femme, c'est un être résilient qui est capable de s'oublier au profit de l'autre, au profit de la famille. Et ça demande de la force pour le faire. Je ne crois pas que la femme est un être faible. Physiquement, peut-être, parce que c'est... Oui, physiquement, oui, quand vous parlez peut-être du travail d'ingénieur, les femmes n'y vont pas parce que ça demande aussi de la force physique par moment. Non, parce qu'en tant qu'ingénieur, on ne demande pas à la femme ingénieure de soulever des poids, de porter des sacs de ciment et autres. Non. En tant qu'ingénieur, on lui demande de faire un travail de conception et de travailler pour que ce qu'elle a conçu puisse prendre forme. Oui. Et ça, c'est faisable. Oui, c'est faisable. On peut avoir aussi physiquement, la femme, définitivement, elle n'est pas aussi forte que l'homme, mais intellectuellement, émotionnellement, moralement, elle est forte. Elle est forte par rapport à l'homme. Oui. Et dans cette lutte, je n'aime pas trop parler de lutte, mais sur ce parcours de la femme, cheminant vers son émergence, son développement, son épanouissement, est-ce que vous sentez toujours l'accompagnement de l'homme de manière générale, même au sein de votre entreprise, dans un contexte congolais, bien sûr? L'accompagnement de l'homme n'est pas toujours là, mais pourquoi rechercher cela? Parce que l'homme, c'est lui peut-être qui avait déjà pris le devant, c'est l'homme qui a un peu plus de pouvoir que la femme aujourd'hui. Non, je vais rentrer à ce que vous avez dit avant par rapport à la lutte. Je n'aimerais pas qu'on considère ça comme une lutte. Je vais rester qui je suis, donc femme, et l'homme va rester qui il est, donc homme. J'aimerais qu'on parle du côté de la compétitivité sur le plan professionnel. Tout à fait. Et c'est là que les meilleurs gagnent. Si l'homme est le meilleur, qu'il gagne. Et si la femme est la meilleure, qu'elle gagne. Mais encore une fois, ce n'est pas une lutte pour lutter, non. On va être qui on est, chacun dans
dans sa nature profonde, sa masculinité ou sa féminité. Mais après, sur le plan professionnel, c'est autre chose qui joue. C'est encore plus facile dans les entreprises, mais dans un contexte politique, par exemple, c'est vrai que vous n'êtes pas dans le domaine, mais vous pouvez faire une lecture là-dessus. Il y a des femmes où leur profil répondent valablement à ce poste-là. Mais puisque c'est l'homme qui décide, c'est lui qui doit proposer juste un nom par rapport à une liste, il dit, ah, celle-là, c'est une femme. Ça choque quand même. Je ne sais pas comment ça se passe. Les faiseurs des rois de notre pays, j'aimerais bien qu'ils nous disent comment ils procèdent pour recruter des ministres ou des... Je ne sais pas comment ils font. Mais si ça se passe comme ça, c'est très malheureux. J'ai eu la chance de travailler jusque-là dans des structures internationales, organisées. Et la chose qui prime au-delà de tout, c'est la compétitivité, la chose que la personne va apporter. Et on devrait réfléchir autrement au Congo. Aujourd'hui, on a besoin de redonner à notre pays la grandeur qu'on ne cesse de chanter dans notre hymne national. Et cela va passer par la femme, ça va passer par l'homme. Le Congo est grand. Il est plus grand que ce qu'on s'imagine. Et il est grand par ses ressources humaines, par les hommes et les femmes qui composent. Alors pourquoi ne pas rechercher nos vraies compétences et les mettre dans des rôles qui vont servir ce pays pour qu'il soit bâti et qu'il inspire le respect qu'il inspirait autrefois? Je pense que quand on va faire ce shift dans le raisonnement et dans les recrutements des personnes qui travaillent dans nos différentes administrations et régies publiques, les choses vont changer. Les choses vont changer. On va parler d'une parité effective à tous les niveaux de manière assez naturelle. La féminité de la femme, la beauté, est-ce que c'est un atout pour elle? Est-ce que c'est un atout en milieu professionnel? Oui. Non. Non. Autant sur certains postes, on va dire au front office, à la réception, à l'accueil, on a besoin des personnes qui présentent bien, qui sourient, qui orientent bien. Autant pour des postes qui demandent de prendre des décisions, de réfléchir, de penser à la stratégie d'une structure ou à la stratégie du pays, pourquoi pas. On n'a pas besoin du visage, du plastique. S'il y a le plastique, tant mieux, mais ce n'est pas ce qu'on devrait rechercher. Pourtant, certaines femmes comptent plus sur leur féminité et malheureusement, leur beauté pour atteindre certains objectifs. Et c'est malheureux. Et quels sont ces objectifs? Ces objectifs servent qui? Parce que l'idéal serait d'avoir des objectifs qui servent un plus grand nombre. Il faut avoir de la fierté, de laisser un bon parfum derrière soi, de laisser un nom qui va faire parler de nous en bien. Pour finir, 2 petites questions. La première, en tant que femme, c'est vrai que vous aviez déjà réalisé un certain parcours où vous dites un peu satisfaite, mais jusqu'où vous pousserez votre rêve? Ah, mon rêve est très grand. Je vous ai dit en passant que je n'ai pas fini, qu'il y a encore des sommets que je vais atteindre, et c'est vrai qu'il y en a. Mes rêves, je les couche sur papier, mais bon, sur un écran télé, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour les partager, mais je me rêve encore, je n'ai pas cessé de rêver. Et quel est votre rêve pour la femme congolaise? Pour la femme congolaise, je souhaite voir une femme congolaise qui va au-delà de ses limites, qui sort du carcan dans lequel peut-être la société ou la famille l'a mise. Je veux que la femme congolaise sorte de cet état de chenille pour voler, parce que c'est possible. Si d'autres femmes à côté ont été capables et sont capables de faire beaucoup de choses et de représenter leur pays différemment, nous sommes capables aussi. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le message qui vous tient à cœur, ou vous avez un autre message assez particulier qui vous a toujours attiré, qui a attiré votre susceptibilité et que vous voulez partager avec nous au courant de cette émission? Je veux partager avec mes sœurs qui me suivent la phrase qui m'inspire le plus. Cette phrase, elle est tirée de la Bible. Tout est possible à celui qui croit. Je crois que tout est possible. Je crois que rien ne m'est impossible tant que je crois.
Je crois en qui? Je crois en Dieu et je crois en capacité qu'il a mise en moi. Il faut Vous croyez aussi en vous-même. Bien sûr, je crois en moi-même. La confiance en soi, c'est ça? Oui, la confiance en soi, elle est primordiale pour réaliser quoi que ce soit ici sur Terre. Il faut que nos femmes, nos sœurs, nos grandes sœurs, nos mamans, oublient ces mensonges qui disent qu'elles ne peuvent pas. Elles peuvent. Elles peuvent incroyablement beaucoup. Il suffit d'y croire. On peut considérer que c'est votre devise aussi? Tout est possible à celui qui croit? C'est ma devise. Une autre devise? Never give up. Ne jamais se décourager. Tout à fait. Merci, Madame Ivanchika, d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Je rappelle que vous êtes membre du conseil de direction de Total, République démocratique du Congo. Vous êtes secrétaire général. Vous avez eu au courant de cette émission, Madame, Messieurs, à découvrir le parcours de cette femme que nous pouvons considérer comme modèle de leadership pour la classe féminine congolaise. Merci de nous avoir suivis et merci d'avoir encore été de nôtre pour cette édification. Je vous retrouve très bientôt sur la même chaîne avec bien sûr des nouveaux visages féminins.